Salut, salut, merci à toutes et à tous. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, chers amis. Et abonnez-vous, évidemment. Alors, j'aimerais simplement faire un reproche, c'est les pouces. Il n'y en a pas assez. La dernière vidéo a fait 3000 vues. Il y a eu à peine 400 pouces. Alors, faites le pouce dès que vous ouvrez la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé en fin de vidéo, bien, vous retirez le pouce. Au moins, vous n'oublierez pas le référencement, chers amis. Merci, merci d'avance. Alors, j'ai eu des commentaires parfois en me disant, vous employez parfois des termes, péripatéticienne, tarif, et autrement dit prostituée, etc. Alors, oui, c'est un peu gênant, mais très franchement, il y a plus choquant dans la vie. Il y a beaucoup plus choquant. Il y a les faits. Il y a les faits. Et moi, j'aime donner des noms aux choses. J'aime les cibler par le terme afin qu'on les rende plus visibles. Quand il y a une poufiasse, j'ai envie de dire poufiasse, et là, ce sera l'occasion. Je vais aller un peu plus loin dans les termes un peu comme ça, qui ne sont pas châtiés. Je ne suis pas Jean d'Ormesson et je n'ai pas envie de parler que la bouche en cul de poule quand je parle d'ordure ou de racaille. J'ai envie de les appeler pourriture et racaille et péripatéticienne, pour ne pas dire aussi travailleuse du sexe sur les boulevards. Voilà, c'est comme ça. Et il y a beaucoup plus grave, évidemment, sur le net, chers amis. Alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a le tolard, il y a la crapule en col blanc. Elle est aux mains très très sales. C'est le franco-hongrois Sarko Zozo qui a fait son numéro avec une espèce de, 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 de renfort de vieillasses et de vieillots. Et elle dit, vive le président, bazar, ces gens sont tarés, ne connaissent pas la réalité du monde. Effectivement, ils s'abrutissent, ils s'effondrent devant des CNews, devant des chaînes Bolloré, devant des chiens de garde et des chiennes de garde qui les balancent. Cet homme a commis des crimes qui, à une certaine époque, eh bien, vous savez, bon, Louis XVI et Marie-Antoinette ont été décapités pour beaucoup moins que ça. Intelligence avec l'ennemi, pour moins que ça. On leur a coupé la tête. Alors, on n'est plus sur l'ancien régime, c'est vrai, mais les crimes commis par ce type-là ont été rendus, du moins publics, après jugement, par un tribunal intègre, dans un état de droit. C'est la France qui a jugé ça. Bon, passons. J'y reviendrai évidemment pour tous les ignoraces et les ignorants qui ne savent rien finalement, qui se prétendent français, mais qui ne savent rien de la France. Mais vraiment des ignorants notoires au point où on a envie peut-être aussi de leur dénier leur francité quelque part. Il y a un minimum syndical autour desquels ils doivent être d'accord. Bon, c'est vrai qu'ils sont aussi lobotomisés par les médias et donc aussi hystérisés en leur disant par exemple que Bardella est quelque chose d'incroyable. Il a 0 diplôme ce type-là. C'est une image qui a été donnée comme ça. Je veux dire, voilà, c'est un rouleau de papier cul en fait, excusez-moi du terme. L'autre là, la blondasse, c'est kiff-kiff. Elle a volé dans les caisses, elle a tapé dans la caisse, c'est kiff-kiff. Ils sont tirés par des marionnettes qui tirent les ficelles dans l'ombre et dans les coulisses. À un moment, il va falloir quand même que vous vous réveilliez, que vous compreniez un petit peu comment ça se passe si vraiment vous voulez créer, retrouver de la souveraineté. La souveraineté française n'a jamais réellement existé. Elle a existé entre, on va faire très court, entre 58 et 68. Lors de la présence de De Gaulle, c'est tout. Après, il n'y a eu que des vendus, des collabos avec Rothschild. Vous connaissez l'histoire de Pompidou et Rothschild. La suite, eh bien, la boucle est bouclée avec Macron, qui est aussi un salarié de Rothschild. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais allons-y. Alors, il y a eu les bijoux de la reine qui ont été volés au Louvre. Quelle humiliation. C'est la première fois dans l'histoire du monde où des bijoux qui appartiennent à l'histoire de France, qui ont appartenu donc à Napoléon, Eugénie d'Espagne, la femme de Napoléon III et autres, des bijoux d'une grande importance symbolique qui ont été volés comme ça au pied à la barbe donc de la police. Et attention, c'est juste à vol d'oiseau, c'est à 5 minutes de l'Élysée, c'est à 5 minutes du ministère de l'Intérieur. Hein. Les mecs ont fait ça comme ça, tranquille, devant, là, dans un des plus grands musées du monde, les plus mal surveillés du monde. Bref. Pourtant, le trésor est colossal, l'intérieur, en termes d'œuvres d'art. Il y a eu d'ailleurs la Joconde qui a été volée vers 1916, là, oui, elle a été volée par un gardien qui était d'origine italienne, un peu comme le grand peintre italien. Mais elle a été retrouvée, la Joconde, etc. Mais à part ça, il n'y a pas eu de vol. Mais là, un vol de cette dimension-là, c'est assez rare. Alors, à Paris, il y a eu des vols, les bijoux de la pouffe Kardashian, bien sûr. Il y a eu, en France, il y a eu après les ferrets de la reine, vous savez, que
Alexandre Dumas a raconté cette histoire de reine qui prête ses ferrets comme gage d'amour à je ne sais plus quel homme d'État à l'époque. Dumas va rendre ce roman célèbre et cette histoire. Mais tout ça reste de la symbolique, reste que dans le romanesque. Mais là, voler comme ça, les bijoux, là, c'est quand même assez invraisemblable. C'est le casque du siècle, c'est aussi le casque qui va encrasser, qui encrasse la République, qui n'avait pas besoin de ça. De ces hommes-là qui, depuis Pompidou à aujourd'hui, eh bien, ont transformé la République en ripublique, eh bien, c'était normal que ça se termine en apothéose du ridicule, cette histoire de bijoux historiques volés. Alors, ils vont être retrouvés ou pas, hein, quelque part du côté, par exemple, du côté de New York, de Tel Aviv ou de Anvers, là où il y a les diamantaires, où les complicités, où le recel est colossal et mondial, je ne sais pas. En tous les cas, je crois qu'il faut chercher par là, dans ce triangle, Tel Aviv, Anvers, New York, triangle des Bermudes où rien ne se retrouve parce que ces gens-là savent y faire et puis ils ont des protections. Enfin, je dis ça. Moi, je ne dis rien. Tenez, petit étonnement. Il y a quelques années, lorsque Pierre Berger, vous savez, celui qui emmenait des petites filles et des petits garçons à Marrakech dans son fameux palais Majorel. Ouais, il emmenait des enfants faire la découverte de l'anatomie masculine. Hein, eh bien, Pierre Berger, avec son amant, l'autre saloperie qui était Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent né en Algérie, d'ailleurs à Oran. Hein, mais bon, on va dire que c'est la faute des Algériens, j'en suis sûr. Bon, eh bien, j'avais vu un jour dans sa collection, lorsqu'il se met à revendre ses bijoux, alors je crois qu'il a volé beaucoup de choses aussi, le Pierre Berger et l'autre. Il y a eu du recel. Parce que dans sa collection, j'ai un jour lu, il y avait le casque, le Haume, H-E-A-U-M-E, le casque de Boabdil, du roi Boabdil, qui était le dernier roi d'Andalousie, 1494. Alors je me dis, mais ce casque, a près de 6 siècles, comment se fait-il qu'il se retrouve dans la collection d'un Pierre Berger? Très étonnant. Eh bien, là où on ira chercher, qui a volé? A volé pas l'orange du marchand, mais le casque, le Haume de Boabdil. Eh bien, on trouvera peut-être aussi ceux qui ont aujourd'hui commis le casse, là-bas, du côté du Louvre. Alors, j'extrapole, évidemment, j'extrapole pour chercher des pistes, etc. Tenez, quand je parle de diamants, je parle à l'autre voleuse de diamants, à celle qui a été à bonne école, puisqu'elle a été à l'école de Sarkozy. C'est Rachida Dati qui, elle aussi, a escamoté 500 000 euros de bijoux qu'elle n'a pas cru bon de déclarer, non plus au fisc. Bon, alors elle me fait penser à un truc, vous savez, quand on est très moche, il y avait une tradition en Espagne, dans les grandesses d'Espagne, pareil qu'elles n'étaient pas belles. Alors, pour paraître brillantes, eh bien, elles portaient un petit singe sur leurs épaules, pour que, entre la laideur du singe et la sienne, elles paraissent sublimes. Eh bien, Rachida Dati, c'est un peu comme ça. Elle met des bijoux pour cacher sa tronche de guenon. Alors la guenon, justement, pardon, ministre de la Culture, s'il vous plaît. Ouais. Alors, elle a récemment, rien à voir avec la culture, elle a eu quand même des alertes plusieurs fois en disant le Louvre est très mal protégé, mais madame était trop occupée. Madame est allée faire un tour au Sahara occidental. Je ne vois pas le rapport, mais pas du tout, avec la culture. Voilà. Sauf peut-être de la promotion, peut-être pour Paris, où elle veut draguer un peu la communauté marocaine. Je ne sais pas, il y a du calcul politique là-dedans, il y a du lobbying quand même. Eh bien, au lieu de s'occuper de ses affaires, elle est allée là-bas, voilà. Alors, lorsqu'elle va comme ça au Sahara occidental, où elle n'a rien à faire normalement, hein, eh bien, elle me fait penser à une chanson de Jacques Brel. Alors, oreille sensible, éloignez-vous du poste. Il y a une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Les remparts de Varsovie. Ça commence comme ça. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me faire payer. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Autrement dit, elle a couché avec tout le monde, etc. Eh bien, cette chanson, je ne sais pas pourquoi, écoutez-la et vous verrez qu'elle aurait pu être aussi écrite pour Dati. Eh bien, elle me fait penser à cette Dati qui va se promener sur les remparts du Sahara occidental, tout ceci, tout cela. Donc, c'est une histoire de bijoux, c'est pas les bijoux de Carthagien, c'est pas les bijoux de la Castafiore non plus, mais il y a une sale affaire derrière, décidément. La France mérite mieux que ça. La France mérite mieux que ça, celle que j'aime, celle que nous aimons, mérite même d'être mieux protégée, mise en avant, mais que vous voulez, quand on a une bande une brochette de gens qui bossent pour détruire la France, et bien on en est là, chers amis, on en est là.
En attendant, sur ces entrefaits, on apprend. Alors, c'est pas Sarkozy qui a fait le coup, puisqu'il rentrait en zonzon ce jour-là. On l'aurait pu, hein. Bon, lui, il préférait peut-être le cash, Sarkozy. Il préfère l'argent libyen, il préfère les millions d'euros, etc., etc. Les bijoux, il n'était pas là. Lui, il a un alibi, hein. Ah, Libye, il était en Libye. Non, il n'était pas en Libye, mais il est enfermé à cause de la Libye. Donc ça joue. Donc il n'était pas là, le Sarkozy, pour être accusé là-dessus. Alors lui, il y a eu une espèce de raout d'honneur, de Ramadan, où tout le monde est venu applaudir. Oh, ça chialait à mort, hein, dans les foyers, enfin les foyers, des lobotomisés, des, des, des abonnés à CNews, à toute cette racaille médiatique qui vole au secours de tout le monde. Alors ils n'en sont pas encore à dire que le vol et l'emprisonnement de Sarkozy, c'est à cause des musulmans, de l'Algérie, de l'insécurité, du halal ou de la femme voilée, mais vous allez voir que les proutes, que les flatuleux, que les flatulences de ces pseudo-journaleux vont pas tarder à trouver une espèce de dérivatif pour faire oublier les crapuleries des uns et des autres et de dire, eh bien, c'est pas nous forcément, c'est un coup qui nous vient de l'étranger. Il y a du Vladimir Poutine derrière tout ça. Vous inquiétez pas, ça va pas tarder, ce genre d'accusation. Vous en étonnerez pas. On poursuit avec toutes ces affaires de dinguerie, etc. Alors Sarkozy en prison, ça c'est un truc de dingue. Alors c'était quand même l'homme qui susurrait à l'oreille de Macron. Paraît-il que 24 heures auparavant, il était avec Macron. Ça paraît hallucinant, puisque Macron est quand même le détenteur, celui qui préserve le droit en France, qui reçoit un titre qui est condamné par la justice. Ça paraît très, très inquiétant. Que Darmanin aille le voir. Bon, bah Darmanin, c'est aussi l'école Dati, c'est l'école Sarkozy. Et puis Darmanin, lui aussi, avec ses histoires de logements attribués et les trucs qu'on lui prête, pas très clairs. On comprenne qu'avec Sarkozy, il y a un ADN commun, quoi. Il y a quelque chose qui passe, c'est fusionnel chez eux, le tac-tac badaboum, quoi. Donc on comprend que Darmanin dise qu'il aille le voir, même si ça choque tout le monde, il s'en fout pas mal, le Darmanin, puis il obéit aux ordres, évidemment. Darmanin. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler, ça et là, chers amis. Tandis que les criminels continuent à s'éclater au pays du crime, oui, suivez mon regard, dont le génocide n'est pas en cours. Il est en cours, concrètement, il est encore disant non, on n'a pas la preuve, on a la preuve de rien, c'est vous qui le dites. Non, c'est la CPI qui le dit, c'est la CPI qui le dit. Donc c'est la haute instance de justice, c'est elle qui le dit, on ne peut pas quand même revenir là-dessus. Sur ces entrefaits, chers amis, j'aimerais aussi revenir sur deux chiens et une chienne de garde. Il y a une chienne de garde marocaine qui s'appelle Petaouchnok. Comment elle s'appelle cette chienne de garde hein. Oh, j'ai pas son nom là. Alors, il y a un chien de garde algérien, lui, c'est la serpillère qui écrit dans un torchon. C'est Daoud, oui, c'est Daoud qui a écrit. Alors, il a écrit un truc incroyable. Le titre c'est, je vous le donne en mille, écoutez bien. Sans salle, 1 an déjà. Alors là, on sort les mouchoirs, on pleure, mesquine, etc. Enfin, moi, je vous rappelle, j'aurais jamais enfermé ce mec-là, je l'aurais jeté directement dehors. Allez, barra, direct, dégage. Allez, rentre pas là, voilà. Mais bon, après, la justice, elle se fait pour tout le monde, la justice. Elle est juste, elle est dure. Dure à lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et alors, il s'est fendu d'une chronique de merde, passez-moi l'expression, sortie des égouts pour devenir à l'autre. Alors, il dit des absurdités comme d'habitude. Il aime s'entendre écrire, le Daoud. C'est vraiment un double Z, mais rarement vu, un type aussi pitoyable et aussi arrogant lui-même. Voilà. Et alors, il dit finalement que que Sansal, c'est l'honneur de l'Algérie, que l'Algérie devait être fière, parce que cet homme rend sa liberté, sa dignité à l'Algérie. Grosso modo, c'est un peu ça l'esprit de cette truc-là. Alors, j'ai envie de dire, oui, un mec qui prétendrait rendre sa liberté à l'Algérie, mais qui la première chose qu'il fait, c'est de collaborer avec les ennemis de l'Algérie, donc avec l'extrême droite française et israélienne, s'il vous plaît, qui remet en question l'histoire d'Algérie dans sa géographie, ça me paraît quand même beaucoup, je ne me retrouve pas du tout dans ce concept des libertés porté par la serpillère Daoud pour son ami, autre collabo qu'est Sansal. J'avoue là-dessus. Alors l'autre gourdasse qui est aussi écrit dans le même torchon, Le Point, c'est, enfin vous l'avez reconnu, hein, son nom ne revient pas, qui elle aussi, elle est forte. Alors elle n'a de larmes de pitié
que pour les Israéliens. Jamais elle a de la mansuétude ou un mot de la commisération pour les Palestiniens. Ça n'existe pas, les Palestiniens. C'est rien du tout. Ce sont des terroristes. Alors, elle emploie les mêmes mots que le Daoud. Hein. Islamiste, terroriste, il n'y a que ça. Hein. Ce sont ces espèces de vocabulaire, cette rhétorique qui revient en permanence dans leur bouche. Hein. On leur a biberonné à ces deux chiens de garde les mêmes choses. Enfin, c'est quand même assez hystérique. Hein. Ce sont deux chalgoumis potentiels avec un peu de sang-sale dedans, avec un peu de sifaoui dedans, avec un peu de bouche arabe, etc., etc. Bref, ces gens-là ne sont vraiment que le bras armé, si j'ose dire, que le bras armé et malodorant de leurs maîtres qui viennent sans arrêt cracher sur leurs propres compatriotes, concitoyens. On ne leur demande même pas de nous défendre ou de prendre position, mais arrêtez quand même d'attaquer lorsque nous sommes attaqués par tout ce qui bouge. Hein, on va dire tout ce qui est armé en France, entendre que ces deux scélérats attaqués, on se dit c'est peut-être un peu beaucoup. Alors je vais revenir brièvement au Louvre, chers amis. Le Louvre, c'est quand même un monument, mais c'est aussi un endroit où on a aussi tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris et recelé, eh bien, est au Louvre. Il y a d'abord des trésors inestimables égyptiens qui ont été amenés par l'autre racaille qui était Napoléon. Eh oui, alors tout de suite, je vous dis, arrêtez avec les livres qui disent « Oui, mais Napoléon était peut-être musulman, il s'est peut-être converti en cachette. » Arrêtez de rêver. Arrêtez de croire que l'islam serait l'espèce d'aimant qui attirerait tous les esprits. Non, 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 non. Tout ça, c'est de l'intox. C'était uniquement une façon de mieux pénétrer les esprits et de manipuler Napoléon. Napoléon n'a jamais été musulman de près ou de loin. Même si c'est vrai, il a pris sur la charia pour en mettre dans le code civil. Ça a été prouvé. Mais il n'est pas musulman. Alors, d'ailleurs, il rentre à El-Azhar, la grande université, et il détruit tout, lui et ses hommes. Il détruit tout. Il brûle des Corans, il vole des objets à l'intérieur. Donc, même quelqu'un qui croit un peu à l'islam ne peut pas faire des choses pareilles. Il revient avec des milliers d'objets d'Égypte. Il les met où, à votre avis? Eh bien, dans la caverne d'Ali Baba, que va devenir le Louvre, qui était l'ancien palais des Tuileries, hein, où vivaient donc les rois de France, le dernier étant, vous le savez, eh bien, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui vont être, voilà, et pour crime d'État, c'est un peu ça, voilà, ou de lèse-majesté. Alors, il y aura aussi les trésors du Vatican qui vont être aussi volés par ce même Napoléon, et qui sont encore en grande partie au Louvre. Alors que le Louvre, qui était aussi un musée où on a beaucoup volé et thésaurisé, il était normal qu'un jour, eh bien, ça donne envie aussi à d'autres crapules peut-être de le visiter, bien que je condamne formellement tout ça, bien évidemment. Alors, il y a un homme de génie qui était autour de Napoléon qui s'appelait Dominique Vivant, de nom. C'est lui qui va visiter aussi l'Égypte et qui va écrire d'ailleurs un livre sur l'Égypte qui va créer un engouement incroyable à l'époque sur l'Égypte. L'Égypte, c'était la destination absolue. Et Denon va dessiner et écrire des choses extraordinaires sur l'Égypte. Et ça va être pardon, le début de l'Égyptomania. Bon, c'était avant Sissi, hein, le collabo aussi, le maréchal Sissi, qui collabore avec tout le monde et qui ferme ses portes et qui laisse des enfants et des femmes crier derrière les portes, en train de se faire assassiner à Rafah. Hein. C'était une autre Égypte. Eh bien, c'est ce Vivian Denon qui va dire, eh bien, il faut en faire un musée. C'est lui qui va commencer à exposer tous les objets volés, il faut bien le dire, rackettés, qui ont été victimes de razzia par Napoléon et ses hommes, qui vont être amenés donc dans ce musée, le musée donc du Louvre. Pour tous les objets orientalistes, je vous donne un petit détail comme ça, après j'arrête, pour tout ce qui est orientalisme, peinture orientaliste, tous ces orientalistes qui ont beaucoup peint autour de la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, eh bien, le musée où il y a toutes ces œuvres-là, c'est le musée d'Orsay, qui est à l'ancienne gare d'Orsay et qui se trouve de l'autre côté de la Seine. De l'autre côté de la Seine, et là vous verrez des véritables trésors de peinture, de génie de la peinture, qui ont peint, eh bien, le Maghreb comme personne, et ces tableaux sont là-bas au musée d'Orsay, et très peu d'ailleurs sont au musée du Louvre. Voilà, j'ai essayé de faire le tour de tout cela, évidemment, chers amis. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas donc de partager, de faire des commentaires, évidemment. Puis merci pour ceux qui voudront bien aider la chaîne. J'ai mis un petit compte, la PayPal, tout ça, en description. Je n'ai pas été exhaustif, mais bon, je fais un peu ce que j'ai pu. Merci. N'oubliez pas les pouces, sinon, gare à vous.